Ah, une nouvelle année commence et comme à chaque fois, avec toujours de nouveaux objectifs et de bonnes résolutions, comme celle d'arrêter de vous faire souffrir en évoquant des bons films de merde. Mais cette obstination en réclamer, elle est tellement forte. Voilà, ce petit appel à la médiocrité pour justifier un déversement de rage, que j'ai fini par comprendre que ce n'est pas encore cette année que je mettrai fin au bousoscope. Et alors, c'est vrai que là où finalement je ne savais plus trop sur quoi j'allais jeter mon dévolu, une évidence s'est imposée à moi, voilà, telle une facilité scénaristique dans un très mauvais film. Car oui, il ne m'a fallu que regarder une chose, à savoir qui avait osé pondre le scénario du dernier film traité par la rubrique, donc rappelez-vous, il s'agissait de Madame Web, et quand j'ai vu la filmo des scénaristes, oui, vous avez bien entendu, des scénaristes, ils ont été plusieurs à écrire ça, c'est quand même fou, ah bah non mais faut au moins être deux pour détruire autant une histoire, voilà. Et donc là, le souvenir pourtant lointain d'une mauvaise expérience cinématographique qui revint à la surface et s'imposa effectivement comme la révélation pour démarrer cette nouvelle année, à savoir Gods of Egypt. Donc la souffrance visuelle absolue pour un film qui a décidé de piétiner, et quand je dis piétiner c'est pour rester poli, la mythologie égyptienne, où là, c'est pas Manuel Valls qui irait reprocher que ça manque de blancos, et donc pour en pondre, ou plutôt en chier ici, un blockbuster comme on n'en espérait plus. Donc, est-ce que vous vous sentez prêt à plonger au cœur de l'Égypte ? Non, parce que visiblement, c'est pas avec ce film qu'on vous y transportera. Mais bon, écoutez, puisque vous êtes là, on va pas vous laisser en plan. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? On est parti ! Et notre film commence par une belle et longue exposition qui t'explique que l'Égypte à l'époque, mais genre il y a très longtemps, c'était un petit peu the place to be parce que c'est moins que rien d'humain, lambda, et il s'était gouverné par des dieux bienveillants, vachement grands et qui peuvent se transformer en bestioles à l'apparence animale, comme l'aigle, le chacal et j'en passe. Et donc Ra, donc le Master of the Gods, il avait 2 rejetons, donc il a décidé de les placer à la tête de l'Empire. Alors d'un côté Osiris, qui a eu droit à tout ce qui est cool, et de l'autre Seth, qui lui règne sur le désert. Sauf que ce que la voix off qui nous conte le récit nous apprend, c'est que Osiris, donc qui est pas de la première fraîcheur, envisage donc de refiler le royaume à son fils Horus, ce qui déplaira fortement à Seth, au point de créer un conflit qui changerait la face de l'Égypte. Donc voilà, en l'espace en fait de 1 minute, on t'a raconté les origines et ce qui va se passer dans le film. C'est quand même bien de te faire spoiler aussitôt. Ça commence plutôt bien. Et donc rapidement, on arrive au royaume. Ouh là là, c'est joli beau, Le tout dans un déluge de numérique hautement qualifiable de tout bonnement dégueulasse. Mais bon, faut quand même bien reconnaître un truc au film, c'est que je trouve qu'il était quand même hyper en avance sur son temps, quand il est sorti. Donc c'était en 2016. Parce que il était capable finalement de t'offrir des plans que désormais tu peux contempler absolument partout via l'IA. Mais avant l'arrivée de l'IA. Non mais c'est fou, Bref, là, comme on t'a pas encore suffisamment spoilé le film, on va en rajouter une louche en t'expliquant que l'issue de cette guerre future ne pourrait pas advenir que par le biais des dieux, non. Donc il faut pour ça aussi te coller un héros. Mais attention, un héros humain qu'on va évidemment te présenter en la personne de... Mais ne jugez pas trop vite le jeune téméraire que j'étais. Souvenez-vous. Donc lui, vous aurez évidemment remarqué le teint très oriental du bonhomme, qui s'appelle Bek, et qui est donc le narrateur de l'histoire. Donc un nom très égyptien, vous en conviendrez. Donc oui, effectivement, il est bien blanc, Bek. Voilà, celle-là, elle est placée. Ah non, mais je vais faire aucun effort avec ce film, je vous préviens d'avance. Surtout quand vous allez voir la gueule du reste du casting. Bref, et donc Bek qui...
Effectivement, aime faire son marché au pas de course, hein, afin de rentrer à la maison et offrir son butin à sa meuf. Parce que bon, en ce moment, le flot du Nil de Madame coule rouge, hein, donc s'il veut quand même pouvoir sexer, faut savoir s'en donner les moyens. Hein. Sans limite. Tu es très belle. Et vu le sourire de Madame... Je vais conclure. Donc elle s'appelle Zaya, ce qui fait que du coup, on va rebaptiser Beck en... Karim Benzema, tiens, voilà, c'est plus concordant, et puis ça aura peut-être une connotation déjà un petit peu plus orientale au vu du thème du film. Et pendant qu'ils s'apprêtent à s'emboîter comme des Legos, tous les deux, allons donc voir comment Horus se prépare pour succéder à son vieux, comme nous l'avait expliqué justement le petit résumé du début. Non mais la gueule! Non mais vous vous rendez compte quand même que Astérix Mission Cléopâtre faisait 20 fois plus d'efforts pour faire illusion en la matière, pourtant avec des acteurs franco-français, hein, ne serait-ce que via du maquillage. Donc au vu de son teint très blanc et même de son côté très européen, on va l'appeler Jean Horus, hein, et qui a le pouvoir de se transformer en aigle, mais comme vous pouvez le constater, aussi en limace, ce qui est pas des plus pratiques, ceci étant, dans un secteur aussi aride que l'Égypte, vous en conviendrez. Donc Jean Horus, se réveillant de son orgie d'hier, il nous est donc permis de découvrir la tronche du bonhomme, hein, donc encore très égyptien évidemment. Non mais sérieux, enfin... Tu me l'aurais collé à la limite avec une grosse barbe dans un truc scandinave, avec plein de vikings, ok, j'y aurais cru, mais là, voilà. Et la plus grosse connerie, c'est pas ça, non, c'est d'avoir décidé finalement de caster un acteur de la série Game of Thrones. Voilà, en général, c'est pas bon signe dans 85% des cas. Bref, pendant que le mec se fait laver par des gonzesses qui bavent par-dessus son épaule sur son pipou comme si c'était un tacos 5 viandes, parce que bon, faut quand même pas oublier que les dieux font 3 mètres de haut, hein, donc forcément le reste du corps a pas de raison d'être mal, hein, si c'est proportionnel. Donc on nous explique que Jean Horus est pas non plus la divinité la plus concernée par autre chose que son propre bien-être. En gros, c'est un égoïste, voilà. Même s'il est aussi dépeint un petit peu comme un héros, parce que, tu comprends, il a buté un lion une fois, hein. Et ça, t'appelles ça comment, hein? Je dirais que c'est plus de l'ordre du fils de pute que du héros, mais bon. À un moment, il est coupé dans sa toilette par sa meuf, Hathor, donc déesse de l'amour, hein, qui l'invite à se préparer, et en gros, ça se vêtit dans des atours tout en or, hein, ce qui est presque malsain quand on nous avait expliqué au tout début du film aussi un certain détail que je n'avais pas encore évoqué, à savoir que le sang des dieux, c'est de l'or. Donc en gros, les dieux, ils se froquent tous dans des fringues recouvertes de leur sang, quoi. C'est, je sais pas, c'est un peu chelou tout de même, non ? Bref, sa meuf en tout cas, elle semble pas trouver ça bien gênant, au contraire, hein. Ce qui m'excite, ce sont les bijoux. Alors regarde ton poignet, si l'effort n'est pas trop grand. Le bracelet aux 42 étoiles. Jean Horus expliquant donc que les 42 fameux diamants représentent les démons qu'il a dû affronter pour elle, hein, et blablabla. Blablabla. Je ne dis jamais blablabla. Et il est enfin temps d'assister au couronnement. Donc un peu de plans putassiers, plein de numériques qui tâchent, à travers des décors qui feraient même passer le mystère de la construction des pyramides pour de la rigolade, hein. Et là alors, c'est tous les habitants du royaume qui se sont précipités pour assister à la grande fête, donc là c'est un petit peu sous les cris des fans par millions que défilent les dieux, hein, donc elle notamment, donc Brenda on va l'appeler, qui sont moins l'égyptienne que la gonzesse d'un bordel des pays de l'Est, à qui on aurait collé le mauvais goût d'une coupe au bol, hein. Ou encore lui, donc Thoth, dieu de la sagesse, hein, et bien d'autres encore. Et évidemment... Loué soit Osiris. Et alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, au vu du casting, donc désormais ce sera également Jean Osiris, hein, parce que là faut essayer de donner un minimum de concordance à ce qu'on voit quand même. Et donc Jean Osiris qui remercie son peuple, notamment pour ses offrandes. L'offrande de quelqu'un qui possède beaucoup, celle de quelqu'un qui possède peu. Sauf que jusqu'à présent, et dans le royaume d'Égypte, quand tu meurs, ton entrée au royaume des cieux dépend de ton offrande justement, et que en gros, même si t'es généreux et que t'as un cœur gros comme ça, mais que t'es un sale pauvre, t'as peu de chances de pouvoir faire la fête pour l'éternité. Macho, macho, Non, ce serait plutôt du genre ça.
Et bah Jean Horus, il a décidé que pour son départ, tout ça c'est finito, que tu sois fauché comme les blés ou plein aux as, si t'es quelqu'un de bien, t'es le bienvenu. Et donc, alors qu'il s'apprête à la passation de pouvoir... Attendez, pardonnez mon retard. Non mais c'est vrai, pourquoi on l'aurait attendu, hein? Après tout, c'est juste Jean VII, hein, on va l'appeler également Jean VII, donc un autre dieu et accessoirement le frangin de Jean Osiris, donc un membre de la famille, mais bon, hein, fallait quand même pas faire attendre le petit peuple. Ah bah non, mais puis attends, au royaume d'Égypte, on suit les horaires, hein. C'est pas les concerts de Madonna ou de Lauryn Hill, hein. Bref, ça se fait, l'embrassade familiale un peu focus sur les bords. Pour toi, un corps de chasse. Ce qui va bien à un mec qui bute des lions, ceci dit, hein, un outil de chasse. Et donc, il est invité à souffler dans le biniou. Sauf que la suite sent plutôt le sapin, puisque... Donc oui, c'est l'armée de Jean VII qui se pointe et met en garde le peuple, ce qui déroute un petit peu tout le monde, et Jean Osiris le premier, hein, qui aimerait bien savoir c'est quoi ce bordel. Et donc Jean VII, d'expliquer que ouais c'est bon, hein, terminé. Hein. Lui, il a gouverné pendant des siècles sur un putain de désert, ce qui laisse du sable entre les orteils, du coup t'en fais rentrer dans la baraque, c'est chiant. Donc il défie son frangin qui évidemment refuse, hein, et là... Crac, mais attention, hein, pas le crack de chez Carglass que Régis peut réparer à la résine, hein. Non, un vrai crack. Je t'aime aussi, mon frère. Ah bah ça se sent, hein. Et donc, comme Jean Horus a pas eu le temps d'être couronné par son vieux... Moi, Seth, deviens votre seul et véritable roi. Du coup, il invite tout le monde à s'incliner devant lui, sous peine de quick. Quick? Voilà, et ce que son frangin avait décidé d'instaurer pour l'après-vie, et désormais fini. Voilà, ça a duré 5 minutes, fallait mourir en gros dans ce créneau. Maintenant, va falloir avoir de l'oseille pour pouvoir finir ailleurs qu'en enfer. Donc en gros là, il t'annonce le début de la tyrannie par un bon vieux coup d'état des familles, hein, mais la place est blindée de dieux, voilà, qui pourrait peut-être lui foutre une branlée si tout le monde s'y mettait en même temps, hein. Mais non, hein, personne ne moufte, hein, parce que sinon le film serait fini. Sauf qu'il y en a un qui est pas trop d'accord, c'est Jean Horus évidemment. Et là donc s'engage à un duel qui repompe littéralement la chorégraphie de celle de Achille et Hector dans le film 3, mais en moins bien. Et c'est évidemment sans parler de ce genre de truc aussi, hein. Oh, c'est dégueulasse, merde. Donc Jean Horus se prend une rouste, du coup il triche. Ah non, pardon, là, vraiment, c'est dégueulasse. Non mais le pire, c'est que, quand tu vois le résultat, tu te dis, non mais c'est pas possible. C'est un film du début des années 2000. Mais en fait, non, je le répète, c'est un film qui est sorti en 2016. Et on a droit à ça. Du coup, Jean VII fait pareil, évidemment, et c'est reparti pour... La bagarre. Jean Horus galère toujours autant, et comme Jean VII est pas un mec qui la joue non plus très très loyal, son armée tente d'éblouir le jeune dieu pour le mettre un petit peu en déroute, ce qui le gêne évidemment. Comme Jean Horus possède des ailes qui lui permettent de prendre son envol et échapper à Straknar, eh bien... Non, en fait, il va rien faire parce que sinon ça arrange un petit peu, ça arrange pas le scénario. Non mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi immonde et qui a en plus le culot de te faire perdre la vue, quoi. Jusqu'à ce que... Voilà, échec et mat, sale merdeux. Et donc après que Jean Osiris soit mort et que Jean Horus ait été placé en exil, c'est vers la terreur que Jean VII décide d'orienter son règne, hein, pour le bien exclusif de lui, voilà. Jean VII a donc fait peau neuve de son royaume en faisant carrément bâtir des monuments que même à notre époque, avec la technologie la plus moderne qui soit, on serait pas foutu de faire. Mais au moins, si ça peut vous rassurer, aucun responsable des effets spéciaux n'a souffert du moindre effort dans la conception de ces infrastructures. C'est quand même bien, hein. Donc oui, c'est une époque de terreur,
Mais pas trop, hein, parce que, bah oui, par exemple, on apprend que Karim Benzema est esclave, mais t'inquiète, hein, il peut très bien déserter son poste pour aller tirer un coup avec Zaya, sans qu'on ne l'arrête ou qu'il y gagne au mieux 100 coups de fouet. C'est magnifique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est de Zaya ? Eh bien alors, elle est devenue la servante de Jean à mon beau-fils, donc encore un mec sympa interprété par un acteur qui a rien à foutre dans un film sur l'Égypte antique, évidemment, hein, et qui est donc l'horrible architecte personnel de Jean VII, et donc bon, au détour d'un courant d'air... Je sais que tu ne contrôles pas le vent, Zaya, mais tu devrais être capable de fermer un volet. Mais enfin bon, quitte à faire ce qu'il faut pour nous le caractériser comme un gros con, faites-le bien au moins. Enfin, je sais pas, mais comment tu nous expliques qu'il soit possible d'avoir un tel courant d'air à ce moment-là à cause d'une fenêtre qui s'ouvre, alors que la pièce a déjà 5 autres fenêtres qui sont déjà ouvertes, de part et d'autre de la pièce, et avec un balcon ouvert sur 6 mètres de distance. Bref, c'est totalement débile. Et donc, après avoir menacé Zaya d'aller pousser des cailloux de 10 tonnes si elle fait pas bien son travail, Jean, mon beau-fils, se barre, et c'est ainsi qu'elle sera rejointe par Karim, hein, qui a bien envie de faire ça là, hein, tout de suite, maintenant, sur les rouleaux de parchemin. Hein. Mais Zaya, elle a d'autres intentions, car elle en a un petit peu marre de vivre aussi durement. Hein. Elle, la pauvre petite servante, accoutrée d'une belle robe pendant que le peuple meurt dans la misère, et des efforts surhumains à devoir bâtir des trucs totalement impossibles. Hein. Oh, pauvre petite enfant, tiens, je vais pleurer pour elle. Voilà. Non mais elle mériterait des targettes dans la gueule rien que pour avoir osé se plaindre, quoi. Donc non, elle aspire à libérer l'Égypte, même si bon, Karim, il y croit pas trop, au prétexte que Jean Horus ne les a pas sauvés depuis tout ce temps, gna gna gna. Bah ouais, tu comprends, hein, le mec avant, il avait des pouvoirs et pourtant il n'a pas été assez fort pour empêcher son oncle de prendre le trône. Et maintenant, le gars, il a plus de pouvoir, il est aveugle, et il a rien fait, quoi. Vraiment aucun effort. Mais Zaya a un plan et compte bien l'expliquer à son cher Karim. L'armée de Seth rentre avec son butin de guerre. Sa chambre forte sera ouverte cette nuit. Ce qui veut dire que ce filou pourra s'y glisser, ce qui devrait pas être très compliqué, vu que le royaume n'est pas du tout sous surveillance, au point que Karim peut quitter son poste pour être batifolé. Hein. Et donc, une fois dedans, l'objectif, c'est de chouraver les yeux de Jean Horus, qui serait donc enfermé dedans, sauf que visiblement, il y a des pièges. Mais comme la vie est super bien faite quand tu es face à un scénario de merde, les pièges ont été évidemment conçus par Jean à mon beau-fils, voilà. Du coup, après avoir piqué le plan qui concerne justement la pièce avec ses pièges, et que le soir est venu, Karim s'immisce dans un des chargements voués à être vidés dans le coffre-fort de Jean VII, et... Wow. Non mais même les éléphants, ils savent pas les faire, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez vu la gueule des bestioles. Ou alors c'est peut-être moi, j'en sais rien. Enfin bref, bon, une fois à l'intérieur du bâtiment souterrain, il accède à la plateforme menant à l'objet de sa quête. Donc Karim, qui reste un esclave sans le sou, est quand même voleur, hein, aspirant notamment à acquérir n'importe quelle richesse pouvant le sortir, lui et Zaya, de leurs conditions, ne l'oublions pas, hein, voit une pièce d'or au sol et donc... Bah non, voyons. Pourquoi la ramasser, hein? Oui, effectivement, il est un peu beaucoup très con, Karim. Et là, il est temps de faire face au piège, mais déjà, alors revenons quand même sur un point. Donc Jean VII a décidé quand même de mettre l'arme de son ennemi en lieu sûr, pour pas se le faire voler, ce qui est logique, mais quand même avec un chemin d'accès, tu sais, voilà, au cas où le scénario en aurait besoin. Ah non, mais c'est quand même bien fait tout ça. Bref, premier piège, c'est simple, il s'articule comme ça. Ah bah dans le genre acupuncture, c'est plutôt efficace, hein, vous en conviendrez. Alors peut-être un peu trop même. Mais bon, alors comment éviter ça, justement, quant à la phobie des aiguilles? Eh bien, il faut savoir que sur le sol, il y a des capteurs de présence. Car oui, hein, l'Égypte antique était très moderne, hein, sur son temps, et disposait de ce genre de technologie. Ah bah n'oublions pas que même Maître Gims avait révélé que les Égyptiens du temps des pyramides avaient l'électricité. Hein. Bref, donc, capteur de présence qui détecte les ombres, et donc en conséquence, Karim, pour flouer le piège, décide d'utiliser une torche. Hein. Bon, ce qui est particulièrement débile dans le sens où
Une torche crée de la lumière, et c'est la lumière qui provoque des ombres. Mais bon, hein, voilà, donc grâce à la magie des scénarios de merde, Karim sort victorieux du premier piège, et donc on passe au second. Le cercle est le déclencheur. Donc Karim prend logiquement soin de ne pas marcher dessus, hein, sauf que... Ah bon? Donc en fait ça s'active tout seul. Mais pourquoi? Eh bien sûrement à cause des capteurs de présence, là encore. Hein. Bon, en même temps, il y en avait sur le premier piège, donc il n'y a pas de raison de ne pas en mettre sur le suivant. Ah bah de toute façon, j'ai aucune autre explication concernant l'activation inopinée de ce piège. Hein. Et là... Donc même là où Yamakasi aurait fini en salami, Karim sort une fois encore victorieux, et d'un seul coup, le piège s'arrête. Pourquoi? Alors sûrement grâce au capteur, hein. Manque de bol. Un troisième pont? Le troisième pont n'est pas sur le parchemin. Ah ça c'est un petit peu ballot, mais bon, pas grave. Zaya, tu dirais une prière? Moi je vais me fier à ma chance. Et aussi un petit peu sur la magie des scénarios de merde, du coup... Trop fort Karim. Mais très franchement, il n'y avait pas plus simple comme méthodologie pour pouvoir éviter tous les pièges. Enfin, je sais pas, tu vas avoir un dresseur de faucons, on t'envoie son piaf chourer le butin, sans passer par les pièges, merci, au revoir. Bref, la déception de Karim, c'est que bah, là où il pensait piquer 2 neuils de Jean Horus, et ben en fait, il n'y en a qu'un seul. Enfin bref, bon, il part pas les mains vides quand même, et ressort donc de ce temple maudit en passant par... Bah on sait pas en fait, et puis bah visiblement le scénariste non plus. Manque de bol, à son retour dans la demeure de Jean à mon beau-fils, c'est Zaya qui tire un petit peu la tronche, hein, et bah, c'est surtout parce que l'architecte l'attend, voilà, car il a découvert quoi? Eh bien que Karim lui avait volé un plan. Oui, hein, donc en fait, tous les soirs, le mec, avant de débaucher, il passe 6 heures à contrôler que tous ses plans sont bien en ordre et bien rangés et tout ça, dans sa salle des plans, avec des centaines de parchemins, quoi. Mais alors je sais pas moi, plutôt que de devoir te casser le cul à contrôler ça 6 heures par jour, ce serait pas plus simple de foutre une serrure à ta pièce pleine de plans ultra top secrets de bâtiments où se trouvent des biens du roi qu'il ne faut absolument pas qu'ils se fassent voler? Bah non, tu penses bien, hein. Le mec il conçoit des salles de fous, avec des pièges, plein de capteurs de proximité, mais oh ouais. Coller une serrure sur une porte, c'est juste inconcevable. Hein. Bref, c'est complètement con, mais ça arrange bien le scénario. Du coup, comme notre jeune couple est un petit peu dans la merde... Mais pourquoi tu roules une galoche, là, maintenant? Tu veux pas non plus lui mettre une petite pétée, tant que tu y es, là? Bon, au bout d'un moment, ça devient quand même un petit peu gênant, donc il est temps de se barrer, hein. Et nos héros de fuir, mais sans que personne ne donne l'alerte, hein, ne serait-ce que verbalement, hein, ce qui donne à notre couple effectivement beaucoup d'avance. Donc on pique un char, mais... Oui, le mec avec un arc, il lui a collé une flèche dans le buffet à 300 mètres de distance. Ah bah y a que dans les films de merde qu'on peut voir ce genre de prouesse. Hein. Bon, heureusement, dans leur fuite, le royaume est totalement désert. Hein. Y a pas un membre de l'armée personnelle de Jean VII qui viendrait à intervenir pour les stopper. Hein. C'est quand même bien fait. Là, Karim se dirige vers le temple de l'exil de Jean Horus, où le dieu aveugle passe son temps à se morfondre en se noyant dans l'alcool, hein, et en pissant dans des bouteilles vides, puis reboire à nouveau, ce qui peut parfois poser problème quand tu es aveugle et que tu te trompes justement de bouteille, hein. Surtout à une époque où on n'a pas encore créé le bain de bouche pour notamment t'enlever le goût de ton erreur. Hein. Karim demande donc audience au dieu déchu, qui s'en bat les roubignoles, mais... J'ai volé une chose que Seth t'a prise. Ah là tout de suite c'est plus pareil, hein. Bon, sauf que Jean Horus, il est pas non plus du genre très intelligent. Et plutôt que de faire amende honorable face à un mec qui a quand même risqué sa vie pour récupérer son œil, eh ben non, Jean Horus décide plutôt de le menacer de mort. Je te fais une proposition. Tu marchandes avec moi? C'est totalement débile. Enfin bref, à un moment... Comme ça tourne en rond, Jean Horus accepte d'écouter le deal proposé par le jeune humain. Je peux sauver quelqu'un. Le sauver de quoi? De la mort.
Du coup, il accepte de l'aider en tentant de sauver Zaya, mais sauf que malheureusement c'est trop tard, voilà, au point que Anubis, donc celui qui guide les morts vers notamment la porte du jugement pour savoir si tu as droit à la fiesta pour l'éternité ou si tu finis en merguez en enfer, se pointe. Elle est morte en esclave. Sans trésor, elle ne passera pas à la porte finale. Qu'as-tu à offrir? Mais alors attends, je comprends pas. Si t'as rien à lui offrir, il se passe quoi au final? Enfin, je sais pas, tu restes en vie? Ou non, parce que dans ce cas, ne lui offre rien du coup. Mais Zaya est trop généreuse, hein. Qu'as-tu à offrir? Mon cul. Qu'il en soit ainsi. Du coup, Karim détourne le regard, le temps qu'Anubis fasse son affaire, et les voilà partis, donc cap vers la porte de l'après-vie, hein. Et donc en retour de cet effort pour rien, Jean Horus gagne un œil. Où est l'autre? Je sais pas exactement, mais Je vais te briser le cou. Ah c'est sûr qu'en agissant de la sorte, tu vas être exaucé, hein. Mais non, désolé mec, t'as droit qu'à un seul œil. L'autre, effectivement, est planqué dans... on sait pas en fait. Mais sauf que Karim, lui, il a un plan, puisque chez Jean à mon beau-fils, il avait vu un plan et a compris que le lieu qui était symbolisé renfermait le pouvoir de Jean VII. Oui, il l'a compris parce que... voilà. Du coup... si je lui reprends la couronne avant que ta bien-aimée atteigne la dernière porte, je pourrais peut-être la sauver. Du coup, il y a encore un deal, ils enferment donc Zaya dans un tombeau histoire qu'elle prenne pas trop la poussière, hein, le temps de leur quête, et les voilà partis. Bon alors accessoirement, du côté de Jean VII, faut savoir qu'il mène la grande vie de dictateur avec Hathor, hein, donc c'est bien, après avoir été avec Jean Horus, maintenant elle se tape son oncle, tu sais. Enfin, manquerait plus qu'on apprenne qu'elle a le même nom de famille, et c'est bienvenu chez les ch'tis dans le film. Non, je plaisante, évidemment, les gens du Nord, hein, je sais que ce sont que des préjugés, tout ça, voilà. Vous êtes pas tous comme ça. Et alors que Jean VII motive ses troupes pour aller envahir les autres royaumes et mettre à bas donc tous ceux qui viseraient à le faire déchoir, notamment d'autres dieux qui ont décidé de se rebeller, il apprend que... Monseigneur, ton trésor royal a été pillé. Ah ça c'est ballot. Donc forcément, il n'est pas très content, hein. Et donc somme son chef des armées, donc gros buffle, de traquer son neveu. D'ailleurs, retournons voir justement le père Horus. Père Horus, qui, accompagné de son nouveau compagnon, ou animal de compagnie au choix, hein, gravit une montagne qui n'existe pas en Égypte, merci, hein, afin de réclamer audience auprès de son papy, Ra. Mais où il est exactement ton grand-père? Ra, donc dieu du soleil, manque de bol. Ce serait peut-être le moment de t'envoler? Si je n'ai pas mes deux yeux, je ne peux pas me transformer. Donc ça aussi c'est ballot, hein. Donc il implore papy de lui venir en aide, et comme sa prière a été entendue... Là, Jean Horus agrippe Karim Benzema, et les voilà partis dans l'espace, hein, mais t'inquiète... Karim, ça n'a pas l'air de lui poser problème, hein, pour respirer, merci. Jusqu'à atteindre la demeure de Jean Rat, hein, voilà, qui une fois n'est pas coutume a une bonne tête de mec qui a rien à foutre dans un tel récit. Donc Jean Rat qui vit dans une barque de l'espace afin de garder un œil sur le royaume et surtout empêcher le vilain Apophis de venir dévorer le monde, hein. D'ailleurs justement, le v'là qui se pointe, hein. Donc en gros, Apophis, c'est un lombric de fumée géant, hein, donc une sorte de ténia. Et donc après avoir fait coucher le soleil, hein, qui est tout petit par rapport à la Terre, d'ailleurs, le film va pas arranger effectivement les affaires en termes de lucidité chez les platistes, hein, vu que... Bon, ceci étant, le côté terre plate, c'était déjà dans, par exemple, Dark City, du même réalisateur, Alex Proyas. Sauf que dans Dark City, c'était cohérent par rapport à l'histoire. Et donc, à l'issue, Jean Rat se transforme... Mon Dieu que c'est laid. Et il commence à foutre une rouste à Apophis en faisant piou-piou dans sa gueule, hein, et le ver géant de repartir brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Là, Jean Rat va enfin pouvoir s'entretenir avec son petit-fils, qui aimerait bien savoir pourquoi il a rien fait pour empêcher la mort d'Osiris. Ce démon n'est pas celui qui a assassiné mon père, assassiné ton fils. Ils sont tous deux mes fils. Bah oui, mais visiblement, ça te pose pas trop de problème que justement l'un tue l'autre. Voilà, non, c'est cool, hein. T'es un bon père, toi, ça se voit. Tu veux éteindre le feu du désert pour tuer Seth. Donc le feu du désert, le pouvoir de Jean VII. Je ne crois pas être assez fort pour battre Seth. Alors deviens plus fort.
Oh bah oui, tiens, voilà, un bon petit shaker de prot et ça devrait le faire, hein. Mais non, comme ça va pas suffire... Permets-moi de remplir mon flacon de ces eaux. Du coup, il se sert dans les eaux de l'éternité, parce que oui, hein, y a de l'eau dans l'espace, hein. Ouais, mais tu comprends pas, c'est de l'eau magique. Bref, si tu veux. Et donc, il est temps de repartir. Donc, pendant ce temps, Jean VII, lui, mène une guerre contre les dieux qui orchestrent une rébellion contre sa tyrannie, dont son ex-femme, hein, qui en plus est pas très contente que depuis leur divorce, bah touche plus de pension, hein, vu qu'il a la main mise sur la CAF. Donc ça bataille dans tous les sens, c'est évidemment très moche. Même une cinématique de jeu de PS3, ça a plus de gueule. Et là, il rend visite à son ex pour régler les différends, où elle lui explique que si elle lui fait front, bah c'est parce que il n'était pas comme ça avant, hein. Sauf que ce qu'elle va lui dire ensuite, il le savait pas. C'est que, en gros, sa propension à devenir ce qu'il est aujourd'hui était tellement prévisible que... C'est pourquoi Ra a eu la sagesse de faire en sorte que tu n'aies jamais d'enfant. Bah oui, hein, il est un petit peu fâché tout rouge et décide de... Voilà, à plus d'elle Brenda, hein. Du côté des héros, une fois revenu sur le plancher des vaches, ça se chamaille un petit peu parce que Jean Russe, qui se prend pour un boss devant l'autre mortel, sans qui pourtant il ne serait pas grand chose à l'heure qu'il est. Bon alors, je vous fais bonne grâce des dialogues affligeants évidemment, hein. Mais à un moment, les Vlatipa qui se font emmerder par Gros Buffle et ses soldats qui ont retrouvé leurs traces grâce à... Bah ouais, comment tu retrouves leurs traces à ces gens-là, étant donné que jusqu'à présent ils ont voyagé depuis les airs. Bref, c'est débile, et donc Gros Buffle, qui s'est donc téléporté jusqu'à eux via un trou noir dans le scénario, et alors bah c'est reparti pour... La bagarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah tout ce que je peux te dire, c'est que c'est moche, voilà. Du coup, Jean Horus fout une branlée à tout le monde. Mais ce qu'il avait pas prévu, c'est que Gros Buffle, bah, il est pas mort en fait, et il l'assomme à coups de pierre. Derrière toi! Heureusement, dans son interminable chute, à laquelle Karim l'a accompagné, il parvient à se réveiller, évidemment, comme toujours dans les films de merde. Voilà, pile au dernier moment. Quelle surprise, hein! Non mais vous vous rendez compte, on a quand même failli croire que le film allait tuer ses héros à seulement la moitié, quoi. Du coup, Gros Buffle retourne au campement, rend compte de la situation à Jean VII et explique que bah il a entendu Karim parler de vouloir faire revenir sa femme du monde des morts, hein. Bon bah il va de soi que si t'es Jean VII, tu captures le corps de Zaya pour t'en servir en cas de menace pour toi, hein. D'autant qu'il a appris où se trouvait justement le corps de celle-ci, hein. Ouais, il le sait parce qu'on lui a passé une copie du scénario. Mais en fait, non, voilà, il va rien faire du tout. Bref, il est pas trop content et donc il décide de raser de près Gros Buffle. Là, il file la tâche de la traque de ses ennemis à elle, hein, dont une qui a encore une bonne tête à s'être trompée de tournage de film. Et donc, une fois dans sa tente, et avant de faire crac-crac avec Hathor, il lui explique qu'il aspire à conquérir tous les royaumes, hein, dont celui des morts. Alors, pourquoi faire ? On n'en sait rien, lui-même non plus d'ailleurs, hein. Je soupçonne limite un délire nécrophile derrière ça, hein. Je veux que tu m'y conduises. C'est impossible, tu es vivant. Et bien c'est là qu'on découvre que le fameux bracelet aux 42 étoiles, c'est en fait un artefact qui lui permet d'échapper au monde des morts, d'où elle était autrefois emprisonnée. Sauf que Hathor, bah oui, elle a pas trop envie d'y retourner, hein. Donc de l'enlever, forcément, ce bracelet. Comme ça commence à craindre du boudin pour elle, à la nuit tombée, elle va dans un endroit isolé dans le désert pour... Elle retrouve donc la trace de Jean Horus, mais... Je me demandais où il était. Maintenant je sais. Bah oui, pas folle la guêpe, hein. Sauf que bon, elle peut bien essayer de lui faire avaler des couleuvres sur son amour et que l'autre Jean Horus, il compte pas tout ça, hein. Jean VII, lui, il a bien vu ce qu'il en est, du coup...
excellent moyen de téléportation, ceci dit, même si tu sais pas trop où t'atterris. Mais avec la magie des scénarios de merde, hein, elle doit pas être bien loin de Jean Horus. Bref, du coup, il y en a un qui est pas très content, forcément. Bah oui. Le lendemain, alors qu'ils ont traversé le désert, sans boire ni manger, hein, parce que ça se passe comme ça hein, dans les films de merde, ils arrivent dans l'ancien jardin d'Osiris, bon, qui depuis est devenu une totale ruine, hein, sauf que les emmerdes sont pas finies pour eux, puisque... Donc oui, les deux traqueuses de Jean VII arrivent en chevauchant des serpents dragons géants, hein, donc un blanc et un noir, hein, comme leur cavalière, dites donc. Hein. Non mais c'est quand même bien fait. Hein. Tu imagines, si ça avait été un serpent vert et un rouge, oh, ça aurait été tout de suite beaucoup moins cliché. Hein. Et bon, bah oui, les clichés, on aime bien ça dans les films de merde, voyons. Du coup, nos héros se mettent à courir très vite, au point que les saletés n'arrivent même pas à les rattraper, ils sont trop forts. Sauf que, bon, ça crache aussi du feu, hein. Mais bon... Rien à craindre, hein, c'est du feu numérique. À part tacher les fringues, il devrait pas y avoir grand risque. Et puis bah, au bout d'un moment, donc Karim se propose de faire l'appât pour que Jean Horus les piège. Ah, puis il y en a un qui a croqué d'un peu trop près une caillasse, donc il est bloqué. Bref, ça continue à courir, en échappant au déluge de flammes que crachent les bestioles. Hein. Donc ils crament absolument tout autour de Karim, mais ça va, les flammes s'arrêtent pile derrière ses sandales. Hein. Ah ouais, c'est quand même bien pratique quand t'es un héros. Bon, là, Jean Horus prend un des bestiaux par surprise, mais plutôt que de buter par derrière la cavalière, parce que bah ça irait plus vite, bah non, voilà, il va se bagarrer avec. Jusqu'à ce que la bestiole tombe dans un ravin, elle avec, mais pas Jean Horus évidemment, puisqu'il a réussi à s'échapper à temps. L'autre serpent, là, qui se faisait les dents dans un rocher, s'est libéré, donc bah ouais, c'est à nouveau la merde. Mais comme le hasard de la téléportation de Hathor a bien fait les choses, la v'là qui se pointe. Brûle-la! Ah ouais, donc toi, tu ordonnes à ta bestiole de tuer la femme de ton roi, dont il a besoin, quoi. T'es sacrément intelligente, toi. Enfin, je sais pas, tu t'imagines que ça va se passer comment quand tu vas aller débriefer ta mission à Jean VII, à ton avis? Manque de peau pour elle? Quelle adorable créature tu es. Bah oui, c'est la déesse de l'amour. Donc, elle charme le serpent et lui ordonne de se chauffer la carcasse, hein. Ce qui fait que l'animal fait boum, merci, au revoir. Bon, forcément, la situation mérite quand même quelques explications. Hein. Jean Horus, appréciant peu, par exemple, d'avoir été cocu par la demoiselle. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. Il tue tous les dieux qui ne se soumettent pas à lui. Moi y compris. Mais alors attends, moi j'aimerais comprendre. Si t'as de tels pouvoirs de séduction, et notamment la capacité à faire plier n'importe qui à ta demande, voilà, même un serpent, tu nous expliques pourquoi, quand t'as découvert que le mec qui te tringlait là ces derniers temps était un tyran, ou encore quand dernièrement il a annoncé vouloir tuer donc tous les dieux, dont toi, t'as pas fait la même chose qu'au serpent en lui disant, je sais pas moi, oh tiens, Jean VII, tu as très soif, va donc plonger ta tête pendant 1 heure dans le Nil, histoire de te noyer. Bah non, tu penses bien, trop simple. Enfin bref, le plan est simple désormais. On va s'introduire dans son temple. Horus va le tuer. Et pour ça, faut donc éteindre le pouvoir de Jean VII avec donc les fameux eaux magiques que Jean Horus a récupérées chez Papy, et une fois affaibli, lui éclater sa race. Mais pour ça, faut aller dans le temple où il est planqué ce fameux pouvoir. Heureusement... Et comment tu feras pour y entrer? Lui? Il a vu les plans, il connaît le passage. Et pour le sphinx? Donc oui, le sphinx, hein, qui accorde ou non le passage au pouvoir de Jean VII, que si tu réponds effectivement à ces énigmes, le hic c'est que... Sphinx? Seth l'a capturé pour qu'il garde son feu. Il tue sans pitié tous les intrus qui ne savent pas répondre à ces énigmes. Ah ouais, ça peut être un peu chiant ça. Du coup, il est temps d'aller demander de l'aide à Thoth, donc le dieu de la sagesse. En chemin, Hathor tente de prendre Karim pour son larbin, en tentant notamment de le séduire, mais en fait, la déesse de l'amour, elle n'a pas une grande puissance au final, hein, puisque elle arrive qu'à user de ses pouvoirs de séduction que sur les gens qui ne sont pas déjà amoureux, hein, voilà. Et ouais, non, elle n'a pas le pouvoir de l'incitation à l'adultère, même si pourtant elle-même en est tout à fait apte, hein, comme on l'a vu. Ah ce serait pas une bonne déesse, elle, de nos jours, hein. Du coup, oui, elle est un petit peu curieuse, elle veut en savoir un petit peu plus sur lui. Et donc Karim de lui expliquer ce qui le mène ici, à savoir d'aider Jean Horus à reprendre son pouvoir, pour qu'en retour il ramène Zaya du royaume des morts. Mais bon, ça on aura l'occasion effectivement d'y revenir.
Une fois arrivé chez Toth, alors là c'est une vraie fourmilière, hein. En fait le mec il se démultiplie pour essayer de recenser le savoir de l'univers, mais en vérité le gars il passe son temps à se pignoler le cerveau et à remettre le monde en question devant une putain de salade quoi. Il est la valeur nutritive de ces feuilles. Mais quelle est sa vérité? Je vous jure c'est débile. Du coup il comprend rapidement pourquoi ils viennent le voir. Toth, je n'ai besoin que de la réponse à l'énigme du Sphinx. Un enfant déduirait la raison de ta présence. Mais il a pas trop envie parce que bon voilà quoi, hein. Il a une magnifique betterave à étudier par la suite, hein. Mais enfin bon, le mec c'est le dieu de la sagesse, mais qui ne l'a pas suffisamment quand il est question de choisir entre le fait de devoir aider un mec à éliminer celui qui veut tuer tous les dieux, dont lui, ou attendre que justement Jean-Rat vienne le tuer directement. Heureusement, le seul qui a un minimum de jugeote et qui s'en sert dans toute cette histoire, c'est Karim, qui dit que il va aller affronter l'énigme du Sphinx, hein, et que si Toth, il voit forcément un échec à venir. Je sais, mais avant qu'il me tue, je lui dirai que j'ai demandé au dieu de la sagesse de venir, mais qu'il a eu peur de se tromper dans sa réponse. Du coup, face à cette entourloupe, l'ego de Toth en prend forcément un bon gros coup dans la gueule, hein, et donc... Oui, bon. Très bien. Très bien. Là, sur leur route, Hathor trouve que Jean Horus, en fait, il est pas très cool parce que... Je sais que Zayan ne pourra jamais revenir. Le roi n'en a pas le pouvoir. Anubis n'en a pas le pouvoir. Bref, donc, les esprits s'échauffent, même si Toth tente d'apaiser les consciences. Tu as toujours été dans le cœur d'Hathor. Ouais, mais son cœur est grand. Il y a de la place pour toute une foule. Si c'était le cas que de son cœur, tiens. Pendant ce temps, alors il y a Hathor qui essaie d'entrer en contact avec le royaume des morts pour passer un petit coup de fil à Zaya, histoire que Karim puisse lui parler. Et donc, il lui explique donc qu'il va la sauver, tout ça, hein. Même si bon là, Hathor, elle sait que c'est faux, hein, voilà, mais pas grave. Non, elle va rien dire, sauf que bon. Il n'est pas permis aux morts de parler aux vivants. Ouais, c'est bon, ça suffit, les conneries dans son dos, quoi, hein. Allez, on reprend la route et plus vite que ça. Là, nos héros arrivent au pied de la pyramide qui dissimule le pouvoir de Jean VII, et alors c'est un sacré bordel. En fait, en gros, c'est une pyramide qui a été bâtie par Jean Hamon Beaufils, donc un humain lambda, hein, mais régie par la magie, donc va comprendre la logique là-dedans, hein, et donc... Il y a une roue à l'intérieur. Quand on la tourne, le sable arrête de se déplacer. Il faut juste franchir la porte. Bah oui, parce qu'il a aperçu le plan 10 secondes, donc forcément il sait. Celle-là. Non, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. En fait, non, on y entre par le biais de la chance et de la magie des scénarios de merde. Voilà la solution. Bon, déjà, le truc débile. Au-delà de la présence du Sphinx qui sert entre guillemets de chien de garde. À quel moment tu bâtis un monument pour protéger ton pouvoir avec une entrée à partir du moment où tu sais qu'il n'y a aucune raison pour que tu aies non plus l'occasion de ressortir ce fameux pouvoir. Enfin moi je sais pas, mais j'ai un tel pouvoir, je veux pas qu'on y touche, je le fous dans un coffre-fort, que je ferme à clé, que je coule ensuite dans du béton, que ensuite j'enterre à 100 mètres de profondeur. Et après, la clé qui m'a permis de fermer le coffre, je la fais fondre dans l'acide, hein, très clairement. Bref, une fois dedans, Karim doit désactiver le mécanisme, mais pour ça, effectivement, faut qu'il grimpe un escalier dont le sable qui le constitue se forme et se déforme de manière totalement aléatoire. Mais Karim, comme c'est un mec qui a plus de chance qu'un gars qui gagnerait 3 fois de suite à Euromillions, c'était tellement indécent que même Toth en fait la remarque. Bref, donc, ils arrivent ensuite dans un long couloir, soudain. Le Sphinx, qui t'explique donc les règles du jeu. Tu réponds juste à la question, tu gagnes, tu réponds faux, tu meurs. Vous êtes prêts? Quelle est la différence entre un pigeon? Sauf que les réponses de Toth sont tellement éclatées que le Sphinx sévit. Et toi, là où tu t'attendais à ce qu'il les carbonise sur place ou alors qu'il les dévore, en fait, non. Il leur donne des petits coups de patte. Oh, t'es censé les buter, quoi. Heureusement, alors comme les dieux sont toujours aussi cons, mais Karim un petit peu moins, en fait c'est limite lui qui fait tout le boulot depuis le début, il les aide à trouver la réponse la plus logique. La réponse à la grande question se trouve être 42.
Donc ils gagnent, et forcément le Sphinx, c'est retour coucouche panier, voilà. Là ils arrivent face au puits du pouvoir de Jean VII, manque de bol. Et c'est sans compter sur le fait que se pointe Jean VII lui-même, justement, qui connaissait le plan des héros grâce à... Enfin bref, voilà, il savait. Mais surtout... Donc un trophée de plus dans sa collection, hein. Alors heureusement, Karim a ramassé la fiole d'eau magique qu'il s'apprête à verser, mais comme le film en est qu'à 1h20, c'est encore trop tôt pour que ce soit fini, hein. Du coup Jean VII tente de le dissuader de ne pas le faire, hein, en lui expliquant que ce que lui avait vendu Jean Horus sur l'idée de sauver Zaya, c'était du gros mytho, voilà. Mais bon, comme Karim, il reste quand même un petit peu stupide, hein. Il préfère écouter la fausse bonté d'un tyran, tu sais, et donc Jean VII de lui foutre une rouste en loose dé. Bah oui, tu croyais quoi? Et donc là, il leur souhaite bon vent et bonne mort. Mais attends, je comprends pas. Tu te barres comme ça? Enfin, je sais pas, je croyais que tu avais besoin de Hathor pour conquérir le royaume des morts. Bref, donc une fois parti, la pyramide se met à s'écrouler, hein, parce que... on sait pas, voilà. Heureusement, grâce à la magie du timing, tout le monde se libère de sa prison et sort du bâtiment pile à temps. Sauf qu'il y en a un qui est fâché tout rouge. Tu m'as volé ma vengeance. Ouais, alors bon, hein, t'es mal placé pour venir l'ouvrir quand même, hein. Et donc Karim Benzema de bien lui faire comprendre. Je me disais que je m'étais trompé sur toi. Mais ça y est, j'ai compris le message des dieux, on ne compte pas pour vous. Donc un éternel égoïste. Du coup, Hathor se sent un petit peu conne, hein, et se dit que bon, après tout ça, après tout ce qu'ils ont vécu, c'est quand même pas très cool pour Karim, hein. Du coup... Anubis, viens à moi. Et pourquoi le faire revenir, lui? Et en fait, tout simplement parce que Zaya, elle a que dalle à offrir pour l'après-vie. Donc, oui, elle est vouée à griller pour l'éternité. Du coup, Hathor veut filer son bracelet magique à Karim pour qu'il la remette à Zaya, et comme ça, ils en profiteront pour se faire de vrais adieux. L'autre corneau sur deux pattes accepte, et forcément, ce qui devait arriver arriva. Ce qui rend forcément Jean Horus très triste. Là, Anubis emmène avec lui Karim pour retrouver sa donzelle. Et alors, pendant que il se tape le trajet et que Jean Horus, lui, glande tout seul comme un couillon dans le désert, il y en a un qui est assez joasse, c'est Jean VII, qui est rentré au palais pour se faire un petit peu de tuning. Ce qui fait de lui le dieu le plus puissant qui existe après son paternel. Bon, ceci étant, maintenant qu'il s'est greffé le cerveau de Thoth, est-ce qu'il sera plus sage pour autant? Bah non, tu penses bien, ce serait trop cohérent. Et depuis le début, le film ne semble pas trop vouloir s'ennuyer avec cette notion. Mais en attendant, lui, il faut quand même pas oublier qu'il ambitionnait de gouverner tous les royaumes, dont celui des morts. Et que, comme il a oublié de piquer le bracelet de Hathor, hein, quand il le pouvait, pour répondre à cette ambition, il va falloir trouver une autre solution. Du coup, il passe voir son vieux... Père. Et alors là, c'est fabuleux, parce que en gros, Jean VII est pas très content, il aimerait notamment bien avoir des explications concernant le fait que son frère, il a eu droit au meilleur truc, moi, tu m'as refilé le désert, en plus, derrière, moi, je peux ken autant que je veux, j'aurai jamais de gosse, ce que beaucoup de familles de beaufs pourraient lui envier au final, hein. Mais quel est donc cet objectif? Je t'ai choisi pour prendre ma place. Ici. Donc en gros, avoir la plus grosse responsabilité. Mais déjà, moi j'aimerais comprendre, quand tu es Jean Rat, que tu es censé avoir quand même la sagesse absolue, quoi, le dieu des dieux, à quel moment tu te dis, tiens, mon objectif c'est de prendre ma retraite en refilant les rênes de la boîte à celui parmi mes fils qui déjà a tué son frangin et détruit son royaume, et qui a un gros problème d'égo au point d'être prêt à anéantir le monde, quoi. Bref, c'est totalement con, sauf que non, voilà, vous l'aurez compris, très peu pour Jean VII, hein. Tu voudrais que j'affronte cette bête, nuit après nuit? Non, lui, il aurait plutôt tendance à opter pour une vie à être vénérée, même si bon, c'est un peu par la peur, hein, donc en gros être un méchant, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Du coup, il est pas très content, ce qui fait que...
Non mais c'est vrai quoi, oh. C'est quoi ce manque de respect? Oh, tu vas un petit peu écouter ton père, oui? Mais... Ce qui fait un peu bobo à Jean Rat, hein, qui tombe dans les eaux de l'éternité, tandis que Jean 7 s'accapare son arme. Mais le problème, c'est que du coup, t'en as un qui voit une bonne occasion, effectivement, pour venir faire la fiesta. C'est Apophis. Bah oui, maintenant que Jean Rat n'est plus là pour l'empêcher de boulotter le monde, il va pouvoir effectivement s'en donner à cœur joie. Sachant que en plus, c'est pas Jean 7 qui va l'en empêcher, puisque au contraire... Ouais non, lui, son objectif, ce serait plutôt de laisser le Ténia géant tout dévorer, pour ensuite bâtir un nouveau royaume derrière. Ouais mais attends, tu nous expliques un petit peu comment tu vas le bâtir, ton nouveau monde? Enfin, je veux dire, une fois que l'autre, il aura avalé absolument tous ceux qui peuvent justement te le construire, ton nouveau monde, et avec toutes les ressources nécessaires, ça va se passer comment? C'est toi qui vas le faire avec tes petites mimines et de la poussière? Bref, c'est particulièrement con, mais là où le film est encore plus con, oui, c'est possible, hein, c'est que du coup, étant donné que Apophis est libre de faire ce qu'il veut, eh bien le royaume des morts est lui aussi en danger de se faire dévorer. Ah bon? Mais j'ai envie de dire pourquoi? Ce qui fait que au moment où Zaya était sur le point de passer la porte de l'après-vie, avec le bracelet que venait lui refiler son amoureux, eh bien désormais... La porte a été brisée! Ce qui fait que notre jeune couple s'enfuit pendant que Anubis essaie autant que possible de bloquer le lombric géant, de faire un carnage dans le monde des morts. Hein. Du coup, Karim, lui, en profite pour revenir dans le monde des vivants. Ah, est tombé. C'est à lâcher le chaos. Il faut qu'on retourne au palais. Oh merde, mais alors comment on va faire? Oui, mais grâce à la magie des films de merde... Nephthys. Même par-delà la mort, elle essaie de nous aider. Donc en gros, le carrosse de Brenda, l'ex-femme de Jean 7, hein, non mais c'est quand même bien fait, hein, voilà. Un petit coup de main de la part d'une déesse qui pourtant est morte. Il n'y a vraiment rien qui tient debout. Et donc on est parti pour la cité, afin d'affronter le mal, pendant que Apophis se fait un putain de buffet à volonté, hein, au point carrément d'avaler le Nil entier, mais à la vitesse du son. En gros, rien qu'en le voyant faire, tu te dis que, ouais, bah c'est bon, l'Égypte, dans 30 secondes, elle aura disparu. Mais sauf que c'est en oubliant le pouvoir de la gestion chronologique des films de merde, qui fait que ces fameuses 30 secondes peuvent durer, en fait, 15 minutes. Voilà, c'est pas super bien fait, ça? Ce qui permet donc à nos héros, qui sont arrivés en ville, de pouvoir avoir le temps de sauver le royaume. Du moins, s'ils y parviennent. Ah, je sais, hein, là vous doutez un petit peu, hein. Non mais c'est vrai, hein, on n'est jamais à l'abri qu'un tel film finisse mal, hein, voilà. Là, ils vont voir Jean à mon beau-fils. Bâtisseur, nous avons besoin de toi. Pour lui imposer de les aider, en leur montrant notamment comment aller au sommet de l'obélisque où se trouve Jean 7, ce qui est particulièrement con dans le sens où vous aviez un putain de carrosse volant, bande de blaireaux, vous pouviez y aller directement. Bah oui, mais le scénario avait besoin que Jean à mon beau-fils intervienne. Bref, là, ils prennent l'ascenseur leur permettant de monter tout en haut de la colonne de pierre afin de rejoindre Jean 7 et l'affronter. Non mais l'ascenseur de fou. Ah bah non mais la technologie des Égyptiens à cette époque c'était énorme, hein. Certains me diraient sûrement que c'est totalement anachronique, mais je vois vraiment pas pourquoi en venir à dire ça franchement. Bref, l'autre gros con est tout fier de son œuvre, tandis que Karim lui sauterait bien à la tronche. Non, tu as besoin de lui. Mais non mais laisse-le faire voyons, enfin je sais pas, maintenant que vous avez en plus ce que vous vouliez de lui, bah, tu peux bien laisser Karim s'amuser un petit peu quoi. Mais en fait non, et puis... On se retrouve là-haut. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, tu vas aller escalader une paroi, donc être forcément plus lent que l'ascenseur de ouf, tout ça pour finalement arriver au même endroit. Elle est où la logique? Bref, donc ce couillon grimpe afin d'atteindre le sommet, pendant que Karim, lui, il a bien envie de venger sa meuf, hein, en foutant notamment une rouste à Jean à mon beau-fils, dans un duel tout moisi, jusqu'à ce que dans un effet de surprise totale... Oh bah ça alors, on l'avait pas du tout venir cette issue de duel.
sur une plateforme avec 150 mètres de vide en dessous, quoi. Jean Horus, lui, finit son ascension et tente de prendre par surprise son oncle. Manqué, Jean Horus. Du coup, c'est reparti pour La bagarre. Et effectivement, impossible pour lui de faire le poids face à son oncle. En même temps, j'ai envie de dire, vu ce que l'autre il avait récupéré comme pouvoir, c'était un petit peu normal. Même si bon, visiblement, il a beau obtenir le cerveau de Thoth, ça ne le rend pas beaucoup plus intelligent ni plus sage. Je ne suis que lapin. Et oui, c'était la petite filouterie afin de... Manque de bol, comme il se fait un petit peu malmener par Jean VII, en se bouffant notamment des blocs de granit avec élan. Hein. Mais t'inquiète, Karim n'a aucune raison de mourir sur le coup, parce que le scénario est un petit peu pourri. Le deuxième œil de Jean Horus lui échappe des mains pendant que lui-même s'apprête à tomber de l'obélisque. Ah mince, quel dilemme pour Jean Horus. Qu'est-ce qu'il doit faire? Choper son œil? Ou sauver Karim? Ah, c'est trop dur, arrêtez de crier de peur, j'arrive pas à me concentrer. Et là, comme Jean Horus n'est pas toujours con, voilà, il se dit rapidement que, en récupérant l'œil, il retrouvera son aptitude à se transformer en aigle géant, et donc voler et venir au secours de Karim en pleine chute, avant qu'il ne fasse un bisou au plancher des vaches à une vitesse de 200 km/h. Eh ben non. Non, Jean Horus est toujours aussi con. Bref, et donc accroché au bord, comment peuvent-ils échapper à la menace de Jean VII, donc impossible, d'autant que Jean VII, grâce à l'intelligence de Thoth, se dit que la meilleure chose à faire pour se débarrasser définitivement de ses ennemis, c'est encore d'aller au bord de l'obélisque et couper la main de son neveu pour les pousser ensuite dans une chute mortelle, ou carrément de l'embrocher. Oui, mais comme il a le cerveau de Thoth, mais qu'il sait toujours visiblement pas s'en servir, non, il va plutôt... faire fondre l'or du sommet. Alors, par chance pour les héros, l'or fondu coule, mais sur les côtés, pour éviter de leur cramer la figure, ce qui est quand même bien fait. Je vous jure, j'en peux plus. Mais... Je te présente mes excuses pour tout. Pour ça aussi. Et là, Jean Horus lâche et... Mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et d'ailleurs, une fois au sol, Karim Benzema comprend pas lui-même bien trop la logique de tout ça, Ra m'a montré le chemin, mais je ne l'ai pas écouté. Je pensais que j'avais besoin de mes yeux pour me transformer. Oui, mais en fait, dans les films de merde, et notamment quand on est bloqué par la médiocrité de son propre scénario, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, voilà. Et au motif de quoi? Mais ma quête ne me conduit pas à chercher vengeance, mais à protéger mon peuple. Donc en gros, au motif de « on s'en bat les couilles », voilà. Non mais bon, allez, c'est le pouvoir de la bonté. Bref, comme Karim est pas super bien en point, Jean Horus l'abandonne pour aller combattre son oncle, pour de vrai cette fois. Bref, c'est toujours oscillé, ça va dans tous les sens, ça fait piou-piou, enfin bref, j'abrège le supplice, pardon, jusqu'à ce que Jean Horus prenne par derrière son oncle. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu bizarre de dire ça. Puis il lui arrache ses ailes en plein vol. Ce qui, inexorablement, fait que... Là, il rejoint Tonton, qui est pas au mieux de sa forme, ce qui est normal, et... Voilà, merci Jean VII, au revoir. Jean Horus retourne voir Papy, dans l'espace, pour lui refiler son gourdin, ce qui fait que là, il repète la forme, et va enfin pouvoir retarter le Ténia de l'enfer. Ça suffit, bête immonde! Non mais oh! Et le méchant dévoreur de monde de repartir d'où il vient, après 15 minutes, enfin 15 minutes pour nous, mais 30 secondes pour l'Égypte, je le rappelle. Et donc Jean Horus, sachant que Karim Benzema n'était pas au mieux de sa forme, retourne le voir. Alors entre-temps, il y a une petite esclave qui lui remet son deuxième œil qu'elle avait ramassé par terre, ce qui fait que forcément c'est beaucoup plus cool pour pouvoir apprécier les distances, mais sauf qu'il est trop tard pour Karim. Voilà, au moins ils se retrouveront dans la mort, mais bon, comme on est dans un blockbuster calibré,
qui plus est de merde. C'était évident qu'on n'allait pas tuer le héros, hein, qui en plus était le narrateur. Et donc Vlatipa qui se pointe. Qui se sent donc un petit peu redevable, hein, mais Jean Horus, qui est devenu raisonnable en un claquement de doigts, hein, merci, n'aspire qu'à une chose, là, maintenant, tout de suite, et du coup... Sauf que Jean Rat ressuscite aussi Zaya, ce qui fait qu'ils comptent bien rattraper tous les deux un petit peu le temps perdu, là, tout de suite, maintenant, sur le marbre. Bon, ce qui fait que ça embarrasse un petit peu Jean Horus, hein, qui préférera les attendre dehors en allant fumer une clope. Quelques jours plus tard, le royaume est en fête, hein. Bon, d'ailleurs, le royaume qui a été rebâti en 2 jours, hein, parce que bon, ça se fait vite fait, tout ça. Hein. Et il est donc temps de couronner Jean Horus. Lève-toi, Horus. Qui retrouve donc tous ses copains dieux qui jusque-là étaient morts, hein, donc pourquoi ils sont encore en vie désormais bon, on s'en fout évidemment. Et Jean Horus qui aspire à honorer le souhait de son père sur ce qui permet désormais l'accès à l'après-vie, hein, parce que oulala, Jean Horus maintenant il est bienveillant désormais, tout ça. Et du coup... Qui c'est qui a gagné le cocotier? Et bah c'est Karim, hein, qui est devenu le haut conseiller de Jean Horus, enfin bref, Karim qui d'ailleurs lui ramène le bracelet d'Hathor. Tu ne pensais pas que ça allait égarer pareil trésor? Ce qui fait que Jean Horus se transforme, prend son envol et part dans le but de libérer sa bien-aimée Hathor des mains des démons qui passent leur temps à la tripoter. Hein. Oui, donc vous savez, celle qui l'avait fait cocu avec son oncle. Enfin bref, voilà. Et fin. Ah non, j'oubliais quand même un petit détail. Donc au-delà du fait qu'ils ont rebâti le royaume après la destruction liée à la baston finale qui avait carrément fait s'écrouler l'obélisque géant, eh bien il faut savoir que le Nil, donc vous savez ce fleuve qui avait été avalé par Apophis, eh bien il a été refaçonné. Ils sont quand même trop forts les Égyptiens, hein. Et donc là vraiment fin. Non mais je vous jure, ce film, c'est n'importe quoi. Mais si encore, c'était un minimum beau visuellement. Mais tout fait faux. Et alors les incrustations sont horribles. Et ça respecte totalement le cahier des charges du blockbuster sans la moindre ambition ni audace, avec donc le petit minet en guise de héros, quoi. Mais je crois que le pire, c'est d'appeler ça Gods of Egypt avec un tel casting. Oh, non mais l'enfer. Et quand tu penses que c'est Alex Proyas qui a mis ça en scène, j'arrive pas à y croire, quoi. Quand tu penses que même le choc des titans ou encore la colère des titans, ça fait presque office de bon film à côté. Enfin, j'ai bien dit à côté, hein. Loin de moi l'idée de les qualifier de bons films. Non mais c'est vrai, faut quand même pas déconner non plus. Bah en tout cas, ça, vraiment, ça fait mal. Donc voilà ce que j'avais à dire au sujet de ce film à travers ce bousoscope. Je sais pas encore trop sur quoi je vais jeter mon dévolu prochainement. Essayez peut-être de me faire quelques petites recommandations si jamais vous voulez me les soumettre dans les commentaires. D'ailleurs, justement, n'hésitez pas à me dire dans ces coms aussi ce que vous pensez de Gods of Egypt. Si pour vous, c'est un fleuron de la technologie visuelle et un blockbuster d'une ampleur sans précédent, je n'en doute pas qu'effectivement vous pourriez le qualifier de la sorte. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me partager tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!